toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Try Bandits. Sur l'épisode 61 que je vais vous laisser écouter juste après, j'ai pas prévenu Arnaud mais je mets un tout petit patch tout simplement pour vous expliquer pourquoi on a sorti l'épisode 56 après l'épisode 60, parce qu'effectivement on s'est compté quand même, mais on a voulu vous sortir cet épisode-là qui est sorti uniquement sur notre chaîne YouTube. Donc en fait c'est aussi pour vous inviter à aller vous abonner et à aller visiter cette chaîne. On vous promet avec Arnaud, on va essayer de faire un tout petit peu plus de vidéos et de contenu. On sait que la vidéo c'est un tout petit peu plus sympa et on a tous envie de voir la tête à Arnaud, ne serait-ce que pour ses cheveux et pour son joli gravel. Je plaisante bien sûr. Donc effectivement on a des réseaux sociaux qu'on va activer un petit peu plus, mais surtout on a une chaîne YouTube. Et si vous voulez aller voir l'épisode tourné avec Cyril sur Kona, c'est l'épisode 56, ce n'est pas un épisode uniquement audio, mais c'est un épisode aussi vidéo. Donc allez voir cet épisode 56 et puis après revenez voir l'épisode 61 et ceux d'après, mais je vais vous laisser écouter Arnaud et nos digressions habituelles pour vous meubler vos séances de turbo. Et puis promis, on essaye de faire des choses un tout petit peu plus adaptées à la séance de session de turbo que vous allez écouter. Donc du coup, on va faire des épisodes de 3 heures, puisque en hiver, 3 heures de home trainer, c'est le minimum syndical chez les bandits. Non, je rigole. Allez, bon épisode, bonne séance de turbo et bon épisode avec Arnaud et moi. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit avec un invité aujourd'hui, Olaf Casten, qui était déjà venu nous rendre visite au moment, dans la période un petit peu en amont de sa belle course Made in Tree qu'il organise à la Martinique, vient nous revoir aujourd'hui pour bien évidemment nous parler du Made in Tree 2024 et ce qui s'est passé, de tous les projets et de tout ce qu'ils vont lancer sur 2025 parce que ça bouge beaucoup du côté des Antilles. Et puis surtout, il viendra nous parler dans la deuxième partie de Spot d'un sujet qui nous intéresse tous, peut-être sans qu'on le sache, c'est que Olaf a eu un petit souci cardiaque en course lors de l'Ironman Texas, et puis on voudrait parler un petit peu de ça parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et les problèmes cardiaques, c'est quand même des choses qui sont relativement sérieuses. Évidemment, je suis pas tout seul. Mika, salut mon pote, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Pardon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un problème qui nous tient à cœur pour un problème cardiaque. Tu l'as préparé aussi celle-là ou C'est bon ça. c'était pas mal. Très content d'être là parce que la première fois vous aviez enregistré avec Olaf, je n'étais pas présent et je suis bien content d'être là aujourd'hui. Donc salut Olaf, en direct de la Martinique. Salut, super content d'être sur mon podcast préféré. Merci. Le Made in Tree, alors parle-nous un petit peu de tout ça parce que on t'avait eu sur le pod, tu nous avais présenté la course, tout ce que tu avais fait et tout ça, et j'aimerais bien que qu'on fasse tourner un petit peu la pendule à l'envers et que tu nous parles un petit peu de comment la course s'est déroulée et les changements que tu apportes à la fois en termes du nombre d'épreuves, de distance et tout ça sur 2025. Ouais, 2024, ça s'est super bien passé. C'était une première édition. Donc on avait fait un XS et un M. On avait invité quelques professionnels, enfin deux professionnels plus trois invités, enfin trois invités en tout. Il y avait Dylan Magnan qui était quand même 50e au PTO. Et Sebenif, un Allemand qui a fait top 10 dans les championnats du monde Xterra l'année dernière. Donc, quand même deux athlètes sympathiques qui étaient là. Bon, évidemment, avec tous les stress qu'il peut y avoir d'avant-course, moi, j'ai réussi à rentrer avec le drone dans Dylan lors d'une prise de photo. Je lui ai coupé un peu le bras. Sebi, en gros, était malade 2 jours avant la course. Il a vomi toute la nuit. Donc, à un moment, je me disais, bon, est-ce que je vais me retrouver sans professionnel du tout? Il y avait une annonce d'un énorme orage le jour de course. Donc, on se demandait, oh non. Mais bon, donc finalement, tout s'est super bien passé. Les deux c'est bien la ligne de départ. Le temps nous a souri aussi. Il a plu un petit peu, mais bon, comme il fait super chaud, c'est plutôt agréable. Et donc, ouais, pour cette première édition, on avait 140 participants en tout, ce qui est plutôt vraiment euh, le top ici en Martinique. Il y avait plus
plus de 20 athlètes qui sont venus de la Guadeloupe. Donc ça, c'était top. On n'avait pas vraiment encore beaucoup ou personne en fait qui a fait le déplacement de France parce que voilà, c'était début juin. Euh, donc il y a quand même beaucoup de courses déjà qui sont disponibles en Europe et puis surtout en termes de distance aussi pour faire un long voyage pour un M. C'est alors qu'il y a plein de courses qui sont voilà à distance plus raisonnable. C'est un peu plus compliqué et donc Excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend ouais, je vais pas aller faire toute cette route pour faire un M ou pour faire un sprint. Et c'est toujours quelque chose, moi, qui m'a un petit peu, ça m'a toujours un petit peu surpris parce que le fait de faire une course, c'est avant tout la course, la durée, on a souvent l'impression que dans le monde du triathlon, le triathlète accepte de se déplacer loin dans la mesure où il va rentabiliser le déplacement par la durée de l'effort, quoi. et par la Non mais souffrance c'est qui vient avec, ouais. Ouais, mais c'est rigolo cette approche. Alors j'ai jamais trop été comme ça, j'ai jamais trop compris, mais je crois que c'est vraiment ça transpire pas mal souvent dans les discours et quand tu discutes avec des athlètes qui te disent ah mais non mais je veux pas aller jusqu'à là-bas pour faire un sprint ou pour faire quoi que ce soit. Or une compétition je pense que c'est à prendre comme une compétition, pas forcément comme une durée ou. On voit la même chose au niveau des trails ici en Martinique. Il y a un beau calendrier de trails, dont certains qui sont voilà, qui sont des Transmartiniques de 180 km, etc. Et c'est clairement aussi sur les courses les plus difficiles, les plus longues, que les gens vont plutôt se déplacer. Peut-être aussi parce que voilà, ça demande une préparation un peu plus importante déjà au niveau de l'entraînement. Et donc voilà, si tu t'investis sur plusieurs mois pour faire un entraînement vraiment bien, c'est un peu plus facile pour se dire, ben voilà, avec tout cet engagement, je prends aussi un billet d'avion. Donc c'est un Tu peu, penses que toi, c'est ton côté financier, toi, tu crois que c'est quelque chose qui, qui est à rapprocher du rapport investissement-reward? C'est-à-dire que plus les gens vont trouver que c'est un investissement en temps compliqué pour arriver à se préparer, plus ils vont facilement arriver à justifier un investissement financier pour se déplacer sur une course. Enfin, c'est une approche enfin, c'est une question qui me vient comme ça parce que c'est toujours un truc qui m'a un petit peu travaillé en me demandant mais pourquoi on a plutôt toujours tendance à accepter l'idée de dépenser pas mal d'argent si la course, elle est plus longue, quoi. ouais, je pense que ça vient avec l'investissement aussi personnel que tu es obligé de faire. C'est pour faire une distance olympique, c'est évidemment beaucoup plus facile de faire ça finalement sans beaucoup d'entraînement. Quand tu commences à faire un half, c'est quand même beaucoup plus compliqué de juste arriver le jour de course avec 2, 3 semaines où tu t'entraînes un petit peu. Donc je pense que comme l'investissement personnel, pas seulement financier, mais en termes de sacrifice, de préparation, etc., est beaucoup plus important. Ça parle plus aux gens pour faire le voyage qui va avec. Enfin, je pense que, enfin, c'est ça qu'on a vu un petit peu. Je pense aussi, voilà, il y a moins de gens qui connaissaient la course et on avait fait un petit peu moins de publicité aussi. Donc, mais c'est ça qui explique aussi pourquoi voilà, on n'avait pas trop de gens d'Europe pour cette première édition. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait voilà quelques changements pour cette seconde édition pour essayer de faire venir beaucoup plus de gens. Et c'est vrai que là, on a déjà des inscriptions voilà, qui sont quasiment toutes de France parce qu'on a mis la course plus tôt. Donc là, ça va être le 6 avril. Donc vraiment en début de saison, il n'y a pas encore beaucoup de courses en Europe parce qu'il fait encore trop froid. Et donc ça permet de faire, et on a rajouté, comme tu disais, un half. Donc ça rend la chose beaucoup plus intéressante pour des gens qui ont envie de faire une première course euh, dans un endroit voilà magnifique, dans la chaleur, et donc de justifier de faire un déplacement. Ouais. Donc, t'as gardé le sprint, le M et puis le half ou... Ouais, exactement, ouais. Donc Ok, waouh.
Donc on garde, oui, donc on garde le XS parce que ici aussi enfin un de nos objectifs c'est de développer le triathlon ici en Martinique. C'est encore un sport donc là qui est en forte croissance. Je pense que là on a déjà 50% de licenciés de plus que l'année dernière. Donc donc c'est clairement sympa. Il y a encore beaucoup de novices. Il y a encore beaucoup de gens qui sont pas encore assez à l'aise pour faire un M. Donc clairement le XS a beaucoup de succès. On va garder le M et parce que le nombre de personnes finalement qui peuvent faire en local un L est encore relativement faible. Et donc comme ça voilà, on garde toutes les distances. Ouais. Et tes trois courses, elles ont lieu le même jour ou elles sont échelonnées sur le week-end en fait? Oui, on le fait le même jour, sachant qu'on, voilà, l'objectif c'est d'être au maximum, ouais, on sera probablement 200, 200 athlètes pour où il y aura 200 athlètes pour cette deuxième édition, avec certains enfants, donc ça reste quand même relativement gérable voilà, en termes de sécurité, du nombre de personnes, etc. Donc ouais, c'est tous départ le dimanche matin sur bon, en grande partie le même parcours. Et donc on est en train de réfléchir même de éventuellement voilà faire partir tout le monde en même temps. Voilà, donc ça c'est encore en train d'être finalisé, mais pour avoir voilà un beau départ et ensuite ensuite donc deux boucles. Trois pour le L et ensuite une boucle, boucles sur le vélo et deux boucles ou quatre boucles sur la course à pied entre le M et le L. Ouais. D'accord. Et le site de la course, lui, reste celui où vous aviez fait cette année en 2024, ou il y a des aménagements qui ont été faits? Parce que tu avais fait un partenariat avec un hôtel, ou il y avait quelque chose, non? Tu étais Ouais. dans le... Ah, donc là, on a changé le partenariat de l'hôtel, mais en gros, au lieu d'être à gauche, il est à 500 mètres à droite du départ. Donc le site reste essentiellement le même. On a changé un tout petit peu le parcours vélo parce que sur le M, cette année, il y avait deux boucles. Donc là, on va un petit peu plus loin. Ce qui est sympa parce que voilà, il y a des passages qui sont très très jolis. On va quasiment jusqu'au Marin d'un côté et jusqu'aux Trois Îlets de l'autre. Donc des deux côtés, c'est très joli. Ça reste roulant sur une bonne chaussée. 1000 mètres de dénivelé sur 90 km, c'est quand même Il y a quand pas même 1000 très... mètres de dénivelé sur le L, ouais, sur Voilà, 90 km, voilà. L'escroquerie mais ça martiniquaise reste quand même commence assez là. roulant. Non, mais C'est roulant, pour Olaf roulant, tout est roulant, hein, si tu Ah, veux. c'est en brun, c'est roulant, forcément, Euh, forcément. voilà. Mais ouais, enfin, super joli. Par contre, en tout cas, la course à pied, pareil. Donc, on reste la première moitié, c'est sur chaussée, sur bitume, et la deuxième moitié de chaque boucle, c'est sur le sentier du littoral, qui est voilà extrêmement joli aussi, avec des petits passages sur la plage euh, et sur des chemins. Donc voilà, donc ça reste joli, quand même assez difficile. Il va forcément faire chaud, mais on aura des ravitaux avec de la glace, etc. Pour permettre aux gens qui viennent du froid de bien passer la course à pied. Ouais. Et au niveau des inscriptions, là, tu disais que tu as déjà des inscrits, vous offrez, enfin, les concurrents, ils s'inscrivent uniquement pour la course, ou tu offres également une espèce de package avec des nuits d'hôtel, ou que les gens puissent réserver en même temps que l'inscription? Alors là, on a des packages au niveau de l'hôtel, mais qui sont séparés. On est encore en train de finaliser, mais ça prend un petit peu de temps pour avoir des packages aussi au niveau des compagnies aériennes. On est toujours en discussion avec eux, mais ils sont malheureusement un petit peu lents à nous revenir, donc on n'a pas encore de package complet. Maintenant, voilà, on a vraiment un bon deal au niveau de l'hôtel. Comme voilà, les gens aiment bien choisir aussi leur date, partent pas nécessairement tous du même endroit, pas exactement les mêmes jours. Certains veulent rester un peu plus de temps avant, après. Donc pour l'instant, ouais, les gens
font leur réservation toutes seules. Mais là, pour l'instant, on a une dizaine, on a un tout petit peu moins d'une dizaine d'inscrits déjà, alors que, ouais, enfin, qui viennent quasiment tous de France, alors que l'année dernière, je te dis, on avait zéro. Donc c'est Ouais. super encourageant, ouais. Et t'es affilié, la course, elle est affiliée à la FF3, non? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ok. On organise Parce ça que avec la Ligue de triathlon ici. ouais, parce que tu sais, on avait fait un épisode avec Cédric Goss, le président de la Fédé, là, et puis on en avait parlé un petit peu parce que je sais que lui, je sais plus si c'était lui ou ses représentants qui étaient allés à la en visite à la Ligue dans les Antilles, et puis on avait parlé un petit peu de cette course parce que moi, ce qui m'avait frappé suite au podcast qu'on avait enregistré avec toi, c'est que j'avais regardé un petit peu. Il n'y a pas une grosse densité de courses en fait dans les Antilles là-bas. Et je pense que pour ceux qui veulent pratiquer le triathlon, c'est pas comme en France où tu peux, enfin en France continentale où tu peux avoir une multitude de choix sur le même week-end quoi. Tu pourrais nous dire en gros combien il y a de triathlons sur l'année là-bas? Oui, alors là, ce qui est sympa, c'est que ça s'améliore. Alors pour différentes raisons, mais là, il y a vraiment pas mal de courses, beaucoup plus de courses que l'année dernière sur cette saison, parce que il y a Hervé Arcade voilà, qui est une grande figure du cyclisme ici, qui est revenu en Martinique et qui a organisé un triathlon en même temps qu'une cyclo. Il a fait venir Thomas Voeckler qui avait fait la course là il y a 2 semaines, qui était un M. Il y a la ville de Fort-de-France qui veut faire ou qui a comme projet de faire une course l'année prochaine. Il y a une autre ville, le Robert, qui fait une course. Donc on devrait avoir genre 8 courses, je pense, sur l'année, ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est pas tous des triathlons M. Voilà, il y en a certains, c'est un duathlon. Il y en a certains, c'est un naturathon avec voilà différents trucs. Mais voilà. Après, on reste que 4 clubs en Martinique, ce qui est quand même voilà pas énorme. Par exemple, il y avait un duathlon là en fin d'année, plus une course qui normalement c'était un S qui devait se faire avant Noël, qui là malheureusement ces 2 courses-là ne vont pas se faire cette année, voilà parce que les dirigeants ont juste un peu de mal d'organiser et de trouver le temps pour organiser, mais la dynamique est clairement dans le bon sens. Voilà, ce qui manque un petit peu, voilà, c'est en termes d'organisation, que les infos soient vraiment disponibles longtemps à l'avance. Donc c'est ça ce qu'on essaie aussi de faire avec le Mad in Tree, qu'on n'annonce pas les courses 3 semaines à l'avance, voilà, que les formats changent le jour de course, et qu'il y ait des petits soucis à ce niveau-là. Mais oui, donc la dynamique est bonne. Comme je disais, le nombre de licenciés augmente fortement aussi parce que quand même il y a des clubs dynamiques qui font du recrutement, etc. Moi, j'ai repris aussi la section triathlon d'un des clubs, ce qui m'occupe bien, mais voilà, ce que j'adore. J'ai fait beaucoup en termes d'animation aussi de coaching dans le club. Et donc finalement, voilà, il faut trouver suffisamment de personnes qui ont envie de développer et c'est finalement avec relativement peu de gens quand même qu'on arrive à vraiment augmenter la passion du triathlon sur un petit territoire comme la Martinique, ouais. On sait qu'organiser, c'est tout sauf simple. Est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué quand on est sur une île? Alors ça dépend en termes de quoi. Ce qui Pour les c'est un peu compliqué. autorisations, pour les parcours, la privatisation des routes. Bah, alors, le truc qu'on n'arrive pas encore à faire en Martinique, c'est de privatiser les routes. Donc, c'est clair que les courses et les routes ne sont pas privatisées. Donc, c'est pour ça pour le Mad in Tree, on fait ça le dimanche matin. On part vraiment tôt euh, et on a un grand nombre de motos qui suivent la course. Et le dimanche matin, voilà, c'est relativement calme. Donc c'est comme ça qu'on organise les courses pour l'instant. Après, les difficultés, c'est trouver les partenaires pour trouver les sous. C'est
les quelques aides publiques que tu peux avoir, là, on attend toujours, en gros, 25% du budget de cette année, on n'a toujours pas reçu, parce que pour débloquer les fonds, ça prend énormément de temps. Donc, tu es quand même obligé, en termes de cash flow, d'avancer, ou d'avoir la capacité d'avancer l'argent. Et puis après, comme je disais, même que ce soit au niveau des partenaires, quand toi tu viens les voir 9 mois avant, en leur disant bah, c'est maintenant que j'aimerais être sûr qu'on puisse faire le truc parce que moi je commence à engager les frais, les gens te regardent avec les grands yeux en disant mais reviens me voir 6 semaines avant et puis on en parle quoi. Mais sinon non, enfin sinon tout le monde évidemment est content. On arrive quand même à trouver des partenaires, même avec les infos. Sur la Martinique récemment, c'était quand même un petit peu chaud. Donc Ouais. ça incite pas évidemment nécessairement les partenaires privés à sortir des fonds, mais on arrive quand même à, à trouver des gens qui partagent ou qui ont envie de faire des belles choses. Ça, je pense qu'il y a ça partout et lorsqu'on est vraiment passionné, on arrive et qu'on passe le temps. C'est toujours ça. Moi, j'ai l'avantage sur ce genre de projet qui me passionne. Je peux dégager pas mal de temps et puis dans la même manière que de faire un Ironman, etc. Je lâche rien et je fais un peu tous les jours. Donc, c'est comme ça que tu arrives à faire des vraiment belles choses dans le temps, quoi. Ouais, on a enregistré un épisode qui sortira là et j'avais tiré une expression, et d'ailleurs j'ai pas nommé l'auteur hier et je souhaitais m'en excuser quand j'ai parlé que la constance battait toujours la distance. C'est clair. C'est tiré d'un bouquin de Sylvain Tesson qui s'appelle Blanc, qui est d'ailleurs un livre magnifique qui est écrit au passé simple. Et mais c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que on construit une maison, on n'amène pas les quatre murs en même temps, c'est brique par brique, et tous les jours, on empile, et c'est là qu'on arrive à faire quelque chose qui monte haut et qui tienne la route. Le half que tu vas faire là, c'est le seul half à la Martinique ou il y en a d'autres? Non, non, il n'y en a pas eu depuis presque 10 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment un challenge, quelque chose qui me tenait à cœur. Et, euh, et voilà, enfin, on est vraiment bien parti. Donc hâte d'arriver début avril. Toutes les infos, ouais, c'est sur notre site madintrip.fr et, euh, et ouais, on a vraiment des belles prestations. On fait vraiment le maximum pour avoir des prestations de haute qualité. Voilà, les prix, on est à moins de 100 euros. Donc quelque chose qui reste voilà, vraiment raisonnable. Là, si on s'inscrit maintenant, je crois on est à 80. Donc vraiment, n'hésitez pas. Non, bah, de toute façon, je crois que le Try Bandit, on y aura au moins 50% de l'équipe qui y sera. Donc, parce que, Alors, d'ailleurs, je me demande si t'as pas déplacé la date uniquement pour que je puisse venir. Mais alors, mais je euh, t'avais dit, voilà, ce Ouais. serait vraiment génial, ouais, carrément. j'y serai un peu par procuration, parce que je pense que j'ai une athlète qui est en Guadeloupe qui va faire le petit saut de puce pour venir. Ah, génial. Ah, bah voilà. Euh, Tu sais, j'ai fait la course. Je vais vous remettre une petite couche de gravel quand même, parce qu'il faut quand même que je vende mon truc. Mais moi, à distance, comme ça, vu de loin, je me dis, est-ce que les parcours là-bas, la géographie de l'île, se prêterait pas à la création d'un triathlon un peu gravel comme le S-Grail, tu sais, natation, vélo sur les chemins et tout ça, et puis trail en bord de mer, où ben à la fois t'as pas besoin de fermeture de route, l'aspect circulation et tout ça, il est complètement omis, et puis ça fait une course nature. C'est quelque chose auquel tu avais pensé, c'est quelque chose que tu imagines qui puisse éventuellement intéresser une partie de la clientèle là-bas dans le futur? Alors avec le club, on organise un cross-tri en janvier, mais voilà, c'est typiquement le genre de petite course où voilà où on peine un petit peu à voir l'ensemble des détails, etc. Prêt longtemps à l'avance. Donc ça, ce sera une petite course qui sera en fin janvier. Pour vraiment, il faut regarder. C'est clairement,
une grande partie de là, on peut faire VTT. C'est plutôt dans tout ce qui est champ de canne, etc. Ouais. Sur la partie sentier du littoral, il me semble que c'est pas autorisé de se balader en VTT sur l'ensemble des chemins du littoral qui, voilà, il y a des parties qui sont vraiment magnifiques, mais je crois pour pas abîmer, etc., ce serait à vérifier. Il y a clairement de quoi faire. Voilà, après, C'est une pratique qui se développe dans les Antilles, la pratique gravel un peu? alors le Ou cyclisme c'est en en... général est clairement un sport qui est beaucoup plus grand que le triathlon. Donc c'est clair que cycliste en général, oui. Alors c'est plutôt VTT que gravel, parce qu'il y a quand même pas mal de parties où avec un vélo de gravel tu passes pas quoi. Donc c'est pas balisé bien comme voilà. Enfin en Allemagne par exemple où il y a vraiment des chemins de gravel sans fin qui quadrillent un peu toute la campagne. En tout cas, moi ce que j'en ai vu quand j'ai habité rapidement là-bas, c'est quand même beaucoup plus compliqué ici. Ouais. Ok, bah écoute, merci de toutes ces infos sur cette belle course du Mad in Tree. Et puis ça fait une course, ben moi je la trouve super bien placée au niveau du calendrier pour avril, c'est la sortie de l'hiver. Et je trouve que bah, tu nous vends quand même un petit peu du rêve, donc c'est cool. Et puis surtout que de pérenniser la course une deuxième année, on sait tous que d'organiser une course, parce que moi j'y ai trempé il y a quelques années, Mika il a trempé pas mal aussi, il a perdu ses cheveux d'ailleurs, Oh, la balle perdue. Non, et puis on ouais, commence à il doit parler à être... pas mal de pros, voilà, qui évidemment, c'est relativement facile de vendre la course. Maintenant, voilà, les budgets qu'on a sont pas non plus monstrueux, donc voilà, ça dépend un petit peu. Euh, voilà, ça dépend un petit peu qui a envie, etc. Mais on commence à parler à pas mal de pros, y compris des Français. On devrait avoir voilà, des femmes pros dans le top 10 français qui devraient venir. Donc on va annoncer ça prochainement, j'espère. Ok, super. Ben, en tout cas, félicitations de tous ces efforts. Et puis comme je te dis, moi normalement, il n'y a pas de souci, je serai là. Et puis avec mon Mika à moi. Et puis Peut-être avec l'autre. il- peut-être avec l'autre. Génial. Euh, et la raison pour laquelle on voulait t'avoir également, c'est qu'il y a un autre sujet qu'on souhaitait aborder qui est un petit peu moins festif et joyeux que l'organisation d'une course. C'est que, alors pour ceux qui ne le savent pas, lors de l'Ironman Texas, où tu courais cette année pour chercher la qualif pour Hawaï, tu as eu un souci de santé, tu as eu un problème cardiaque qui a amené une opération et tu es encore en phase de rééduc, récupération, etc. Et tu sais que c'est un sujet, les décès en course, qu'on a abordé à plusieurs reprises sur le podcast. Et moi, il y a donc déjà, je voudrais que tu nous parles de toi, comment tu vas, et puis je voudrais surtout que, parce que je pense que notre écoute, et on a régulièrement des messages au sujet de notre écoute, et c'est les épisodes que l'on fait où on parle des problèmes de santé et tout ça, c'est des épisodes sur lesquels on reçoit beaucoup de messages en retour avec des gens qui viennent nous raconter un petit peu, nous donner un témoignage et quelque chose comme ça. Et si tu veux, problème cardiaque, c'est un grand mot, c'est un mot enveloppe qui peut envelopper et englober tout un tas de soucis. Et je pense que pour beaucoup de personnes, la seule notion d'un problème cardiaque qui est en train d'arriver, c'est une douleur à la poitrine ou dans le bras gauche, parce que c'est ce qui nous a été répété et raconté depuis des décennies. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé, et puis à quel moment de toi-même tu as eu le déclic de te dire ce qui m'arrive c'est vraiment pas normal, et plutôt que de faire le con et de continuer à pousser, j'ai peut-être intérêt à mettre le clignotant et aller me faire contrôler quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je pense que, enfin, c'est un sujet clairement important. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs, euh, voilà, après ou pendant. Donc, ouais, donc vraiment merci de me donner l'opportunité de partager un petit peu. Euh, donc moi, c'était clairement pas une crise cardiaque, donc comme on peut avoir où tu as vraiment mal à la poitrine, le bras gauche, etc.
Moi, c'est vraiment des arythmies, donc c'est-à-dire que le cœur ne bat plus de manière synchrone. Euh, et donc moi j'ai commencé à avoir des arythmies euh, depuis. Alors, ça a commencé un peu après le Covid. Alors moi j'ai eu le Covid, j'ai fait vaccin, etc. Mais les médecins disent quand même que c'est en grosse partie dû à l'énorme quantité de sport d'endurance que je fais ou que j'ai fait les 10-15 dernières années. Donc le fait que le rythme... Déjà, attends, juste Ouais, pour remettre un peu, t'as quel âge toi aujourd'hui? On est à peu près le même âge, non? ouais, je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Moi j'ai Ah, bon, 52. bon, bon, bon. Ah, bon, ça va. Oh, gamin. Donc moi j'ai 52, Yeah. j'ai commencé le triathlon à 38 et, euh, et voilà. Donc j'avais un rythme clairement cardiaque qui était relativement bas. Au repos, j'étais aux alentours de 40. Et donc le cardiologue m'a quand même expliqué que le fait d'avoir un rythme cardiaque aussi bas pour le sport, évidemment c'est top, mais c'est plutôt voilà pour la santé du cœur, c'est pas nécessairement une bonne chose. Et le fait que le rythme soit tellement bas fait que voilà, tu peux avoir des extrasystoles ou des battements supplémentaires qui arrivent au mauvais moment. Et ça fait que le rythme cardiaque commence à partir en vrille et donc le cœur ne bat plus de manière synchrone. Donc il y a pas mal d'athlètes d'endurance. Enfin, le cardiologue m'a dit que ça pouvait aller supérieur à 15% d'athlètes d'endurance qui peuvent ou qui ont ce type d'occurrence. Donc pour moi, en fait, ça a commencé, ça se déclenche plutôt au repos, ou ça se déclenchait plutôt au repos. Et donc, je le sentais pas vraiment au repos parce que c'est pas comme si mon cœur s'emballait. C'était mon cœur, en fait, continue à battre entre 40 et 50, mais il ne bat juste pas de manière synchrone. Et donc, tu perds à peu près 20% de ta capacité cardiaque. Donc, quand tu es au repos, tu le sens pas trop parce que même si ton cœur bat ou envoie 20% de sang en moins, comme tu es au repos, voilà, ça ne gêne pas trop. Mais dès que tu commences à faire un petit effort, tu es quand même essoufflé vachement plus. Et c'est en fait, dès que je commençais à faire du sport, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Et dès que je mettais la main sur mon cœur, je sentais, ah ouais, effectivement, ça faisait boum boum, et puis rien, et puis boum boum boum. Donc c'est plutôt vraiment comme ça que au début je le sentais. Donc, en fait, un rythme pas du tout régulier, c'est C'est ça? ça, C'est-à-dire, c'est ouais, ok. exactement. C'est un rythme irrégulier, sachant que il y a quand même un petit risque de faire un AVC parce que il y a une petite cavité au niveau du cœur et comme le cœur ne bat plus de manière synchrone et aussi efficace, il se peut que le sang stagne un petit peu dans cette petite cavité. Et donc, voilà, si tu fais un caillot sanguin, évidemment, il y a risque d'AVC. Alors maintenant, si tu es jeune, si tu n'es pas diabétique, si tu fais du sport, si tu n'es pas en surpoids, etc., le risque est extrêmement faible. Voilà, je dirais pas nul, mais donc c'est pour ça qu'au début, donc j'avais passé toute la première fois que c'était arrivé, j'étais passé à l'hôpital, ils m'ont gardé, voilà, en observation. Et puis finalement, voilà, donc ils m'ont fait partir au bout de 48 heures et ça s'est remis tout seul au bout au bout de 3 jours. Et en fait, au début, c'était ça. Donc au début, ça m'arrivait tous les 6 mois, entre 6 et 8 mois. Ça durait 2, 3 jours. Voilà, je pouvais pas faire de sport à ce moment-là. Il fallait que je me repose. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire et ça m'inquiétait pas plus que ça. Donc, Euh, toi, le symptôme, c'est que t'avais la sensation d'être fatigué, comme quand t'as la caravane un petit peu, que t'arrives pas à performer Alors, c'était ou... comme une sensation de stress. C'était super bizarre. Ok. C'était comme lorsque tu es vraiment stressé, tu te sens, il y a un truc qui va pas, et en fait, voilà,
dès que tu montes des marches, etc., tu sens que tu es essoufflé et voilà, tu mets ta main sur le cœur et tu sens que ça bat pas de manière régulière. Et, ouais, et comme je disais au début, voilà, ça, au bout de 2, 3 jours, ça partait. Voilà, le médecin me disait, voilà, si ça se remet pas, genre, le premier truc à faire, au bout d'un moment, c'est des chocs cardiaques pour essayer voilà, de remettre le cœur. Bon, ça déjà, c'est quand même pas. Mais bon, enfin, moi, j'avais la chance que ça se remettait, donc voilà, donc je m'inquiétais pas trop. Dans le sens où, voilà, c'était quand même pas idéal, mais bon, je continuais à faire mes trucs, et puis voilà. Et donc, j'arrive à Ironman Texas. Euh, et puis, voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur le vélo, à la fin du vélo, il restait genre 10 km. Donc moi, j'ai mon rythme cardiaque sur le vélo voilà, qui s'est stabilisé autour de 130, 135. Et puis tout à coup, mon rythme cardiaque passe à 155, alors que je change rien en termes d'effort. Donc je mouline parce que voilà, il reste 5 km ou 10 km, un truc comme ça. Et pendant 5 minutes, mon rythme cardiaque, il est à 155 sans raison. Et je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et puis au bout de 5 minutes, il se remet normal. Et je me dis, ouais, quand même, vas-y, Ju- Juste une petite question, je te coupe, ouais. mais c'est juste pour donner un repère aux valeurs. Est-ce que 155 pour toi, c'est relativement élevé dans l'effort ou c'est moyen? Bah, je te dis, sur Ironman, je suis à Et, 135, 140 en moyenne sur le vélo. et en max? Donc 155, ça commence vraiment à être une limite haute et je suis pas à l'aise. T'étais pas à l'aise. Voilà, donc pour moi quand même, je sentais que voilà, enfin là, il y a un truc qui se passe. Voilà, donc alors, ça a duré juste 5 minutes. Après, ça s'est remis, mais bon, je me suis quand même dit, c'est pas bon signe pour la suite. Mais bon, voyons ce qui se passe. Donc j'ai fini tranquillement le vélo. Je descends du vélo, je suis premier de ma catégorie. J'ai quand même, voilà. Après, bon, t'as quand même bossé pendant 6 mois. Tu te dis, bah, je tente quoi. Et donc je commence la course à pied. J'ai 5 minutes d'avance, un truc comme ça sur le deuxième. Et je fais le premier, donc j'ai fait 10 km en gros. Et donc, bah forcément, course à pied, enfin, mon rythme cardiaque normal est quand même un peu plus haut, donc je suis plutôt à 150. Et là, voilà, au bout de 10 km, mon rythme cardiaque passe à 180. Et donc, ce qui pour moi est quand même, ou 175, 180, ce qui est vraiment genre le max. Donc voilà, donc je le sens tout de suite. Je m'arrête, je marche. Et voilà, et je mets la main sur mon cœur et là, je sens vraiment que il bat pas de manière régulière. Et donc voilà, donc là, clairement, je me dis, je peux, enfin, je, je marche, j'essaye voilà, de retrottiner un tout petit peu. Je retrouve ma femme, bon, elle aussi, qui me dit, t'es sûr, tu veux pas quand même essayer, etc. Donc là, quand même, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais, quoi? Même ma femme me dit, vas-y, putain, qu'est-ce que tu fous? Ouais, putain, on est vieux, on veut plus finir les courses, tout ça. Euh, mais bon, enfin, moi, je savais clairement que voilà, là, c'est impossible pour moi de faire. Enfin, s'il y avait eu 10 kilomètres encore, j'aurais peut-être essayé voilà, d'arriver jusqu'au finish. Mais là, il restait 32 kilomètres. Donc, je savais que c'était pas bon et je voulais clairement pas non plus finir à l'hôpital aux États-Unis voilà, avec une facture monstrueuse. Donc donc j'ai dit à ce moment-là tout de suite, là, je m'arrête. Et voilà, et c'est là un petit peu que les choix, enfin déjà évidemment énorme déception du fait d'avoir obligé. C'est la première fois que j'essaie de me qualifier et que j'y arrive pas. Euh, Après voilà, donc après j'ai commencé à poser la question à trois différents cardiologues parce que donc j'avais mon cardiologue en France.
que j'avais l'habitude de voir et j'avais par chance, voilà, j'avais son WhatsApp, c'était le cardiologue de mon père. Donc je lui ai posé la question. J'avais un copain ici en Martinique qui est dentiste, qui avait fait son tronc commun avec un cardiologue en fait qui spécialise des arythmies en plus, avec qui j'ai fini par faire l'opération. Je lui ai posé la question et puis mon euh, le mari de ma nièce est aussi un cardiologue, donc j'ai demandé après, Tu avais plusieurs avis, quoi. voilà. Mais en course, tu as été au médical derrière ou t'as tout de suite que, Non, en fait, ou ton rythme cardiaque est ralenti petit à petit et puis ouais, t'es c'est ça. reparti. Après une fois que j'ai commencé à marcher, etc., mon rythme cardiaque s'est stabilisé, a rebaissé. Clairement, j'avais pas envie d'aller à l'hôpital. Moi, je sentais que c'était une arythmie comme j'avais l'habitude ou comme je les faisais. Euh, donc j'ai préféré rentrer le plus vite possible et pas commencer à aller dans le système médical. Mais en fait, voilà, moi je suis passé, au début quand j'ai commencé à marcher, il y avait un medical tent, mais bon, c'était plus des secouristes, c'était pas vraiment des médecins. Donc en fait, les mecs m'ont regardé et dit ouais, tu ferais mieux de marcher, mais mais c'est un peu tout ce qu'ils ont dit. Et après, quand je suis repassé un peu plus loin, avant que je retrouve ma femme, là il y avait un gars de l'orga qui voyait que voilà, j'avais la main sur mon cœur et que je marchais. Et donc lui, il était en VTT, donc il m'a quand même suivi un petit peu pour s'assurer que je m'écroule pas. Et voilà. Et après, je lui dis non, c'est bon, j'abandonne. Euh, et ça, C'est quand même un petit peu fou que sur une course comme ça, t'as un gars où t'as dû certainement arriver à exprimer le diagnostic de ce que tu ressentais et tout ça. Le gars voit qu'il te tienne le cœur, mais quelque part, il n'y a pas, il n'y a pas une décision médicale de dire non, il faut que tu arrêtes la course maintenant, il faut aller au truc médical pour se faire checker et voir où c'en est. Ça aurait pu être un problème qui aurait pu avoir des conséquences certainement plus graves, non? euh, oui, c'est sûr. Voilà. Après voilà, enfin moi je sentais bien que c'était pas une crise cardiaque, c'était exactement ce que j'avais l'habitude de sentir. C'est sûr que si c'était la toute première fois que c'était arrivé, j'aurais dit ouais là ambulance tout de suite. Ce que j'avais fait quand c'était arrivé la toute première fois, où j'étais quand même voilà allé à l'hôpital où je voulais voilà où je savais pas ce qui m'arrivait quoi. Mais là, comme j'avais quand même déjà eu ces symptômes plusieurs fois avant, euh, voilà, j'avais plutôt pas envie, encore une fois, de rentrer dans le système. Aux États-Unis, où ils ont quand même plutôt tendance à essayer de te faire un maximum de tests Bah, pour que ça te coûte une voilà, blinde et pour que ça puis te coûte une blinde. Donc voilà. Mais ouais, donc j'ai eu donc les trois cardiologues qui m'ont dit tous les trois voilà que pour les arythmies, voilà le prochain truc à faire maintenant que ça commence vraiment à poser des problèmes et puis surtout même si c'est des arythmies entre guillemets lentes, c'est-à-dire le bas du cœur bat continue à battre presque normalement, la partie haute euh, du cœur bat quand même genre à 300. Donc ça fatigue quand même le cœur et c'est pas quelque chose qui est bon pour le cœur. C'est quelque chose qui a tendance à arriver de plus en plus souvent si on fait rien. Et donc voilà, donc les médecins m'ont tous dit, ben voilà, le prochain truc c'est de faire cette opération qui est en ambulatoire. Donc tu arrives le matin et tu ressors le soir, euh, mais qui est quand même anesthésie évidemment complète au général. Donc il te passe au niveau de la hanche. Il te rentre dans une veine, il remonte jusqu'au cœur, il rentre donc dans le cœur, ils sont obligés de quand même faire un petit trou pour passer de la partie droite à la partie gauche, et puis ils vont en haut
au niveau de l'oreillette, parce que c'est l'oreillette qui donne le rythme du cœur, et donc c'est là où ces courts-circuits qui causent ces arythmies sont générés, et donc par cryo, il y a une petite bulle apparemment en plastique qui gonfle avec du gaz à -60, et donc il brûle à l'intérieur de l'oreillette, euh, euh, voilà, pour que ces arythmies se passent plus. Donc il y a à peu près 85-90% de chances de succès. Paul Sagan, qui lui avait aussi fait cette opération, est obligé de la faire une deuxième fois parce que la première fois, ça n'avait pas vraiment eu de succès. Et, euh, et voilà, et donc l'opération dure à peu près, moi ça a duré à peu près 2 heures. Donc encore une fois, moi je suis allé à l'hôpital américain, ce qui m'a permis de me faire opérer tout de suite. Alors ça a quand même coûté une blinde, mais bon, j'ai pu et en plus voilà et en plus enfin bon ouais. Enfin bref, donc j'ai réussi à ce que ce soit un petit peu moins cher parce que en fait ils te font un peu payer à la tête du client. Donc au début, parce que moi je suis arrivé en Martinique il n'y a pas très longtemps, donc au début j'avais pas de mutuelle. Et si tu dis que tu n'as pas de mutuelle, en fait, ils te donnent un prix équivalent aux étrangers qui viennent, qui sont riches et donc là, c'est un prix totalement hallucinant. Et finalement, en prenant une petite mutuelle française qui m'a rien remboursé, mais juste le fait d'avoir une petite mutuelle française mal remboursée, ça a divisé le prix par trois. Une paille. On a quand même souvent l'impression, ça c'est quand même des trucs que t'entends régulièrement. Donc, On a quand même l'impression qu'on est pris pour des jambons par le système médical, quoi. ouais, enfin, encore une fois, on n'est pas aux États-Unis Ouais, non et mais encore une fois, j'étais super content de pouvoir me faire opérer tout de suite. Euh, mais voilà, donc, et depuis, c'était honnêtement un cauchemar. Le, enfin, ça aussi, j'étais pas du tout clair sur le fait parce que voilà, moi, ce qu'on m'avait plus ou moins dit quand même, c'était que ouais, tu devrais revenir sans trop de problèmes à ton niveau d'avant. Si ça se trouve, le cœur devrait plutôt être renforcé après, donc limite, ça peut être mieux qu'avant. Et, euh, et franchement, mais vraiment, vraiment super compliqué. Alors déjà, pendant un mois, tu as le droit de pas faire de sport du tout. Bon, parce que moi, j'ai pas fait depuis, je sais pas, depuis l'âge de 10 ans, je pense que ça m'était pas arrivé. et Euh, ça c'est un truc que t'as appris après l'opération ou c'est un truc qui avait été bien mis noir sur blanc avant l'opération? on m'avait dit que j'avais pas le droit de faire un mois de sport, mais encore une fois, donc là maintenant, on est 6 mois après, et je suis toujours, enfin, ça commence à revenir, mais je suis toujours pas des années-lumière, mais je suis toujours assez loin d'un, d'un bon niveau et surtout alors l'impact de l'opération, ce qui pour moi était clairement pas clair avant. Alors après, c'était aussi un peu compliqué parce que voilà, moi j'ai pas pu voir le médecin non plus 50 fois avant l'opération. Comme je venais de Martinique et je suis venu voilà juste pour me faire opérer, etc. Mais en fait, le but de l'opération est de d'augmenter le rythme cardiaque pour que ces arythmies ne se passent pas. Parce que plus le rythme cardiaque est bas, plus tu as des chances que, voilà, que le truc déraille. Et donc, si tu veux, 2 semaines après l'opération, j'avais mon rythme cardiaque de base qui était 15 battements plus haut qu'avant. Donc, moi, je me disais quand même, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc ça, c'était pas vraiment clair pour moi. Alors le médecin m'a dit, oui, ouais, t'inquiète pas. Mais bon, quand je suis retourné aller le voir quelques mois après, ouais, il a quand même expliqué que voilà, le but de l'opération, c'était quand même ça. Donc là, aujourd'hui, on est 6 mois après. J'ai mon rythme cardiaque qui, je disais, genre au repos. Avant, mon rythme cardiaque, voilà, il descendait, j'en sais rien, à 39 la nuit en minimum.
Là maintenant, je suis plutôt à 44. Donc ça s'est stabilisé à un niveau, voilà, pas trop, pas trop loin, mais c'est clairement pas la même chose qu'avant. Et pareil pendant les efforts. Si tu veux, j'ai commencé genre 3 mois après l'opération, donc ça faisait quand même 2 mois que j'ai repris le sport et j'ai repris avec un plan d'entraînement, etc. Ouais, progressivement, de Voilà, façon intelligente, progressivement. quoi. Mais si tu veux, j'allais sur le trainer, alors qu'avant, je faisais 5 heures à 210 watts tranquille. Et là, j'étais à 160 watts. Et au bout de 45 minutes, j'étais en train de cracher mes poumons, quoi. Donc, tu dis quand même, avec ça, je vais plus jamais être capable de faire une course à peu près correctement. Donc, quand même, un petit peu difficile parce que, ouais, parce que, un, je savais pas trop. À quoi m'attendre. J'avais pas vraiment compris exactement ce qui allait se passer, que mes références aussi, peut-être en termes de rythme cardiaque, que je connaissais parfaitement, que voilà, s'ils étaient juste, ils allaient être un petit peu différents, que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps pour revenir. Et puis aussi, ben, la forme, c'est hallucinant ce que j'ai pu perdre en 3 mois ou en 2 mois d'inactivité plus Et l'opération. tu penses C'est un que truc de fou. ta chute en fitness, elle est essentiellement liée au fait que tu te sois pas entraîné pendant 3 mois, ou que c'est essentiellement lié au contre-coup, aux suites de l'opération? Tu le vis comment, quoi? Alors, je pense que c'est une combinaison des deux, hein. Ouais. Alors, moi, alors après, chacun est un petit peu différent, mais moi, j'ai quand même l'impression que plus on vieillit, enfin, moi, j'avais regardé les résultats Kona et après 40 ans, on perd à peu près 5 minutes par an. Donc, on est à peu près à 25-30 minutes par groupe d'âge que les temps, quand tu regardes le top 10, le top 20 en moyenne, baissent. Donc, tu perds à peu près 1% par an. Je pense que si tu continues à t'entraîner tout le temps de manière bien, bah, ça baisse un petit peu moins. Mais enfin, moi, en tout cas, dès que je m'entraîne pas pendant une période longue, alors là, c'est en chute libre et tu galères clairement pour revenir. Donc, je pense que il y a eu cette partie du fait que ben, pendant presque 2 mois entre avant l'opération et après, j'ai vraiment fait zéro. Donc ça m'a donné beaucoup de mal. Et puis franchement, le contre-coup de l'opération, c'était, même si c'était que en ambulatoire, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un, un truc monstrueux, quoi. Donc la semaine après, je montrais 3 marches, j'étais essoufflé. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Après 3-4 mois, j'ai réussi à avoir une période quand même où, voilà, sur un mois, j'ai réussi à gagner 30 watts. Genre un même rythme cardiaque. Donc ça, c'est quand même encourageant. J'ai fait cette course, donc après 5 mois, là, j'ai fait cette course qui était un, un M ici en Martinique avec là où il y avait Vauclair qui était là. Mais pareil, enfin, donc avant la course, il venait juste d'y avoir les championnats du monde. J'étais super motivé. J'avais ma première athlète qui est allée à Ironman Floride, qui a réussi à se qualifier au championnat du monde en tant que coach. Donc je me suis dit, ça y est, je vais refaire des Ironman là tout de suite. Et puis là, je refais un M. Et si tu Je vais veux, courir 9 heures, je voilà. vais tous les mettre derrière. Et là, je fais un M. Alors en plus, le parcours, c'était donc directement après départ de la course à pied. En gros, tu as la côte de 500 mètres qui est juste un truc. Donc voilà. Donc en fait, la course à pied, c'était un cauchemar. J'étais peut-être pas non plus dans le bon état d'esprit parce que voilà, évidemment, j'appréhendais un peu le truc. Mais en gros, ouais, des gars que normalement je battais relativement facilement. Ils m'ont mis 8 minutes sur les 10 kilomètres de course à pied et donc ouais, donc ça m'a remis un bon coup de pied au cul en me disant bon, je croyais que j'étais à peu près revenu, bah c'est pas encore ça. Euh, Mais tu sais, ça c'est
c'est peut-être aussi un des dangers, c'est que quand on arrête comme ça sur une partie relativement longue, enfin moi personnellement, enfin, je te connais suffisamment pour savoir que on est un peu de la même race en termes de compétitivité, mais on a toujours envie de se référer au niveau qu'on avait. Bien C'est sûr. beaucoup plus facile ben voilà, c'est ça. Et d'accepter l'idée de se dire que on n'est pas à son niveau que l'on a été, que on a eu un petit problème physique, qu'effectivement il faut revenir au niveau, et puis qu'on vieillit, hein, on va pas dans le bon sens. Ça, c'est quand même super difficile à accepter et des fois, il faut arriver à passer un petit peu outre la déception et puis des prévisions de temps, des choses comme ça, parce que ça a vite fait de nous faire mal à la tête, hein, je trouve. Non, mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est une des difficultés. Comme je disais, on perd à peu près 1% par an. Ben voilà, il faut gérer ça. Maintenant, voilà, il y a aussi, enfin moi, ce que cette dernière course là m'a quand même montré aussi, c'est que la partie psychologique et l'état d'esprit dans laquelle tu rentres dans une course, c'est important. Enfin, c'est super important, quoi. Donc, lorsque tu vas dans une course comme ça en te disant, bon, je vais faire attention, pas me faire trop mal, pas prendre trop de risques. C'est la première course ce qui est normal, hein. Voilà. Le premier truc, évidemment, c'est d'en voir le bout etc. Mais c'est sûr que, voilà, c'est pas avec un état d'esprit comme ça que finalement voilà, tu vas arriver à des grandes choses et c'est normal. Donc, euh, donc voilà, enfin, la bonne chose, clairement, c'est que j'ai pas eu d'arythmie depuis l'opération. Donc l'opération, c'est quand même bien fait. Voilà, il faut être patient, ce qui est compliqué, hein, pour des sportifs Ouais. comme nous, Sur- ouais. voire très compliqué. Et- Est-ce que les médecins t'avaient dit, par exemple, ben, que de caper ton rythme cardiaque à un certain niveau pendant un temps, ou c'était juste, t'as pas Mais, de... non, mais alors déjà, c'est quand même la plupart des cardiologues, quand même, ils checkent, voilà, est-ce que tu es en train de crever ou pas, quoi. Donc si tu veux, donc il y a deux de mes trois cardiologues, ou en tout cas, non, il y en a un plus un autre que j'étais allé voir ici en Martinique où j'avais réussi à avoir un rendez-vous. Mais en gros, voilà, quand tu vas les voir et tu leur dis, voilà, moi je suis champion du monde Ironman et là j'ai perdu 15% de mes performances, ils comprennent pas en fait. Euh, ils, voilà, ils te font un test d'effort, ils te disent, ouais, t'as le truc d'un athlète, t'es pas en train de crever, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Ils connaissent pas nécessairement aussi cette intervention suffisamment bien pour pouvoir te dire, bah voilà, le truc, ça augmente ton rythme cardiaque, c'est normal. Et voilà, il te faut 6 mois pour arriver à un niveau correct et peut-être un an pour voilà pour pouvoir te faire plaisir, même si c'est pas au même niveau, mais en tout cas pour pouvoir te faire plaisir, etc. Et ça finalement, même les cardiologues, sauf un, ils n'étaient pas vraiment capables de me le dire. Il y a un paradoxe auquel on n'est pas préparé quand on rencontre une situation comme la tienne au niveau du sport et de la science. C'est que les médecins aujourd'hui, c'est une évidence, mais on ne l'a pas en tête, les médecins, ils traitent des malades. Quand ils voient des gens comme nous arriver, ils voient des cœurs sains, des cœurs qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de voir. Il y a des rythmes cardiaques. Il y a des médecins qui seraient susceptibles de dire ben, je vais limite te mettre sous médoc parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un rythme cardiaque trop bas. Je grossis le trait volontairement, mais en 2000. Non, non, mais tu te trompes pas parce que moi, si tu veux, je te coupe 2 secondes, mais ça tombe pile poil dans ce que tu dis. J'ai été un coup chez un médecin et c'était le remplacement de mon médecin du sport. Je m'assieds, il me prend mes pulsations, c'était pour avoir le certificat médical pour la licence, et il m'a mesuré le cœur 35-36 et il m'a dit, Monsieur Selukov, vous avez un problème au cœur. Je dis non, c'est normal. Il m'a dit si, vous avez un problème au cœur. Et je lui dis non, mais regardez dans les datas de la personne que vous remplacez, vous verrez que c'est quelque chose qui est constant. Il m'a dit mais c'est pas normal. Et j'ai dit bon bah voilà. Non mais donc la connaissance du patient, elle est primordiale quoi. Et les médecins, encore une fois, ils sont formés à guérir des patients qui ont un problème de santé globale. Nous, le problème qu'on a nous fait sortir un petit peu des stats et nous fait sortir un petit peu de leur. Enfin, c'est pas, enfin, c'est pas avec méprise, hein,
c'est pas méprisant ce que je dis, c'est juste, ils n'ont pas l'habitude de traiter des gens comme nous, Ah ouais, et complètement. des, Ouais, ouais. c'est malheureux à dire, mais avoir une voiture qui tourne bien et qui fait juste un tout petit bruit, si elle tourne bien, c'est pas grave, on va dire. Alors qu'il y en a une 2 chevaux qui tourne de travers, on a des spécialistes de la 2 chevaux qui vont s'en occuper. C'est un petit peu le cas. Et moi, c'était en 2010 à l'Ironman Zurich. On était dans la file d'attente pour aller déposer le vélo. Et il y avait des médecins qui étaient venus nous voir. À l'époque, c'était les premières échographies cardiaques en 3 dimensions qui étaient faites à l'époque. Et ils voulaient voir ce que ça donnait avant et après la course. Et Et ils t'ont dit que t'étais enceinte? ils m'ont pas dit que j'étais enceinte. Heureusement. Par contre, ils nous ont dit c'est les seules fois où les étudiants voient des cœurs en bonne santé. Parce que la majeure partie des cas d'études qu'ils ont, Ah ben ouais. c'est sur des cœurs malades. Donc, j'ai gardé ça en tête. Je me suis dit, les médecins, tous les médecins du sport qu'ils ont, qui soient, c'est assez rare que des médecins du sport, enfin en tout cas moi j'habite dans un coin où c'est un peu particulier, mais les médecins du sport, souvent on leur apprend un petit peu la signification du mot sport Ouais. et des cas, Mais c'est et vrai, des cas, ça qui est pas simple. Ouais. c'est Je me souviens, paradoxal, c'est paradoxal. Ouais. moi j'ai un des cardiologues ici qui m'a dit, ouais, de toute façon c'est rien votre truc là. Moi je fais ça en ambulatoire sans anesthésie, alors que clairement le truc que j'ai fait c'est impossible de faire sans anesthésie. Il m'a dit ouais ça doit être psychologique. Tu vois, enfin bon, ça va, je connais quand même suffisamment bien les trucs, mais ouais. En tout cas, ouais, la personne donc, qui m'a opéré, que j'ai réussi à voir, donc lui aussi, qui fait du sport de l'endurance, il m'a dit aussi, hein, mais évidemment, ce qu'on fait subir à notre cœur plusieurs heures par jour sur une aussi longue période, etc. Forcément, c'est pas très sain. Donc, il m'a dit, voilà, alors si tu veux être 100% sûr de voilà, de plus avoir de problème, ben arrête le sport comme tu le fais, Ouais, mes couilles, mais comme je sais ça que tu vas pas le devient. faire, Ouais, voilà, bah voilà. ben, fais l'opération et donc là-dessus il avait raison. Mais c'est clair qu'il ouais, il faut être à l'écoute de son ouais, de son cœur, surtout en compétition. C'est sûr que c'est pas simple de se dire si je reviens juste à ça, c'est parce que finalement tout ce que tu fais à l'entraînement, toutes les souffrances que tu endures, voilà, c'est pour que tu ignores la souffrance en compétition et que tu finisses quoi qu'il arrive. Et c'est sûr que ouais, là-dessus, j'étais quand même assez content d'avoir pris la bonne décision en disant sur ce coup-là, ben voilà, là tu peux juste pas continuer, ouais, ce qui est pas simple sur le moment, ouais. Je voulais juste rebondir là-dessus. On a eu un tout petit échange hier, donc qui n'est pas encore diffusé non plus, mais sur l'importance des gadgets de surveillance qu'on a, le cardio-fréquence-mètre, le capteur de puissance et ainsi de suite. Et s'il y a bien aujourd'hui quelque chose que j'avais fait mettre dans les tiroirs et que je fais ressortir depuis quelques mois, et un petit peu plus longtemps maintenant, mais c'est le cardio-fréquence-mètre. Même s'il ne faut pas avoir les yeux dessus, et si on fait une sortie footing d'une heure ou si on fait 3 heures de vélo, faut pas regarder son compteur, faut regarder ce qu'il y a à côté. Mais au moins avoir une borne de surveillance. La preuve, c'est que c'est toi, tu as surveillé ton cardio et tu savais que sur ces tranches de cardio-là, ça allait, sur cet effort-là et ce ressenti d'effort-là, cette fréquence cardiaque-là, elle était anormale. Si tu n'avais pas eu le cardio, tu n'aurais peut-être pas mis le doigt dessus tout de suite et ça aurait peut-être été un petit peu plus loin. Donc, Non, clairement, ça te donne, voilà, clairement, même si ça te permet de voir si certains jours tu es un peu plus crevé que d'autres. Voilà, si tu commences à être malade, moi je le vois tout de suite parce que voilà, le rythme cardiaque il est trop, etc. Donc ouais, c'est le truc de base qui te permet quand même d'avoir plein d'infos, plein d'infos utiles, ouais. Et puis je pense que le message qui doit ressortir de ça, c'est que il y a un moment, on n'est pas tout seul, on a une famille, on a des gamins, on a des gens derrière, et quand il y a un doute, il devrait pas y avoir de doute, quoi. Et moi, l'été aujourd'hui, je suis surveillant de baignade et c'est vraiment ce qu'on nous apprend. Et j'ai eu un formateur qui m'a dit, si tu as un doute de noyade, il n'y a pas de doute, tu plonges. Et je pense que surtout dans nos âges, passé la quarantaine, voire même avant, s'il y a un moment, que ce soit en course, à l'entraînement ou pour X raisons, on a un doute et qu'on pense qu'on a un petit souci, bah, de passer un coup de fil au 15 ou d'aller aux urgences ou d'aller voir son médecin pour se faire contrôler, je pense que c'est non seulement c'est la bonne démarche, mais c'est surtout primordial parce que ça peut partir très 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 vite en couille et quand ça part en couille, ben malheureusement on passe vite d'une situation compliquée à une situation qui est trop tard, quoi.
Non, c'est clair. Et puis même faire, enfin, tu vas faire les tests, échographie cardiaque, etc. Ouais, ça En c'est clair. Ouais. usage, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas une malformation, etc. Je pense que c'est utile aussi. Et de faire ça, voilà, et d'être sûr que c'est OK. Maintenant, non, je suis complètement d'accord. Maintenant, voilà, là, je suis à nouveau, tu vois, quasiment à 2-3 heures de sport par jour. Je recommence enfin à retrouver un petit peu de plaisir aussi, à pouvoir faire tu vois, des footings longs. Là, c'est la deuxième fois aujourd'hui que j'ai fait ce matin un footing d'1h20 tranquille, genre aux alentours de 5-10 le kilomètre, voilà, avec des côtes, etc., voilà, sans être à l'agonie. Donc ça commence à revenir. Et puis voilà, et puis j'arrive à refaire, à recommencer à faire des petites séances de vélo course à pied enchaîné où j'arrive à pousser. Mais c'est sûr que tu vois le niveau auquel je commence à être asphyxié, où je commence euh, à produire de l'acide lactique, etc. Euh, clairement, il est encore beaucoup trop bas, quoi. Donc là, je sens toujours que dès que je cours et que je pousse et que j'ai une petite côte, T'es dans le voilà, dur tout de suite, j'ai quoi. besoin de 200 mètres derrière pour récupérer, pour pouvoir reprendre un petit rythme. Mais Et en natation, tu le sens également? Ouais. alors bon, j'ai jamais été un très bon nageur, mais ouais, alors Au niveau du au, souffle au surtout. Ouais. début, Est-ce que tu sens que c'est plus dur? Ouais. à, le, à la natation, tu as le rythme cardiaque qui est quand même moins élevé à la base, parce que tu es allongé et donc le cœur est obligé de moins pomper euh, donc c'est vrai que nager tranquillement, c'était plutôt facile et limite ce que j'ai pu faire bien en premier. Donc ça passait plutôt bien. Par contre, la partie haute intensité, la partie être capable de nager vite, tu vas faire des séries de 100 mètres avec moins de récup à un niveau élevé. Ça, j'ai toujours un petit peu de mal. Là, j'ai commencé à pouvoir faire voilà, des 100 mètres rapides, genre une 22 avec un peu de récup, d'en faire deux trois à cette vitesse-là, ce qui pour moi voilà, est rapide. Mais j'arrive pas encore à faire tu vois, des séries de 10 fois 100 départ une 35. Euh, alors qu'avant, c'est quelque chose que j'arrivais à faire assez facilement. Là, il me manque toujours 5-10 secondes de plus. Donc ça revient tranquillement. Mais ouais, il y a encore du chemin à faire. Et je suis inscrit à Challenge Roth l'année prochaine, que j'ai jamais fait encore. Ça, c'est en tant qu'Allemand quand même, c'est un peu la honte. Ah. Mais voilà, j'étais inscrit. Alors là, mon gars, là, ça, tu mérites d'être cloué au pilori et tout ça. Ouais, j'ai été inscrit 2 fois, voilà, entre autres grâce à toi. Et puis là, j'ai pu m'inscrire parce que lors du Covid, j'avais fait un don et donc il permettait Ouais. toujours de s'inscrire en priorité. Là, c'est la dernière année, je crois. Mais ouais, donc je me suis inscrit. C'est le grand objectif pour l'année prochaine. Et donc c'est ça un peu, voilà, qui me motive voilà, pour essayer d'avoir un niveau correct pour pouvoir me faire plaisir un minimum sur ouais, la course ou une des courses les plus mythiques au monde. Bah ouais, je suis obligé d'envoyer un message à Félix alors. T'as pas le choix. Parce que toi, tu y vas aussi, Mika. Yeah! Putain. Ah, trop cool. Oh là là, ouais, ça sent la boucherie à Roth. La mauvaise nouvelle, c'est que t'as Olaf dans ton groupe d'âge, toi. Ah oui, ah oui. Eh ouais, Bon, ça ça c'est va, pas. j'y vais pas pour la place sur le podium. Si, Donc, si, si. non, 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 non. Bah écoute, en tout cas, c'était bien sympa que tu viennes nous parler de tout ça parce que je crois que c'est un problème qui est vraiment important et puis surtout les problèmes cardiaques. Faut quand même garder ça à l'œil et puis garder ça en check et puis surtout, ben je suis bien content que tu aies l'air d'être un petit peu de l'autre côté de la vague et que
que ça aille de mieux en mieux. Et ben on se verra chez toi pour le Mad in Tree au mois d'avril. Et puis apparemment, on est bien parti pour se voir à Et Roth. on se verra à Ah ouais, Roth. non, je suis super content aussi parce que franchement, le fait de faire du triathlon, ça fait vraiment partie de mon identité. Le fait de pouvoir me faire plaisir, de pouvoir pousser, aller vite, etc. aussi. Donc à un moment, ouais, je me disais, là franchement, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. J'ai pu jamais pouvoir faire un truc sympa. C'était psychologiquement, j'avais vraiment quelques semaines avec des gros points d'intégration. Ouais. C'est super important ce que tu dis parce que et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. On est souvent, on s'auto-définit un petit peu par ce qu'on a fait ou parce que la façon dont les gens nous voient à l'extérieur, si tu veux. Et Olaf Casten, il est vu comme quelqu'un qui a gagné les championnats du monde d'Ironman, quelqu'un qui a fait podium, qui a une collection d'Oumeke. Et et si tu veux, c'est souvent ce qui a tendance à nous, où on creuse un petit peu notre propre trou. Et moi, j'ai eu des périodes de blessures ou des périodes où je pouvais pas m'entraîner, où tu as l'impression, bah forcément ton niveau chute et t'es plus à ton même niveau. Et on a l'impression qu'on devient, moi j'ai vraiment l'impression que je devenais une serpillière et que jamais j'allais revenir au niveau où j'étais. Et bah, c'est toujours un petit peu le cas sur Ironman parce que malheureusement j'en ai pas fait depuis un petit peu et puis j'arrive pas à revenir à un gros niveau. Mais la façon dont on se voit, c'est certainement souvent le plus gros levier de pression que l'on a. Parce que quand on discute avec nos proches, généralement, ils s'en foutent qu'on court 8h50 ou qu'on court 9h30, tout le monde s'en tape. Mais c'est vrai que la façon dont nous, on se voit et la pression qu'on a tendance à se mettre, euh, c'est souvent la plus grosse pression et c'est souvent la plus dure à digérer. Et je suis bien content de savoir que je suis pas le seul à le vivre un petit peu comme ça. Non, mais c'est clair. Alors après, les résultats, pour moi, c'est une chose. Mais bon, évidemment, voilà, je suis arrivé quatrième au triathlon là. Donc évidemment, ça m'a énervé. Mais mais euh, Bah ouais, mais c'est pas le forcément. pire. Le pire pour moi, c'était. Enfin, moi, j'adore le process. J'adore l'entraînement. J'adore le fait, voilà, de pouvoir m'entraîner beaucoup. Mais ouais, lorsque tu as l'impression que voilà, tu pars pour un petit footing facile de 30 minutes et la première côte de 20 mètres, voilà, tu craches tes poumons et tu prends vraiment zéro plaisir. Là, tu te dis, voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans le jour. J'y arrive pas du tout et c'est ça qui était encore plus difficile. Mais ouais, enfin, mon coach m'a toujours dit, ouais, t'inquiète, ça va revenir. Donc moi, évidemment, j'étais sceptique, mais ouais, être patient et puis voilà, enfin, peu importe le niveau auquel je peux revenir. J'arrive à me faire plaisir avec mes partenaires d'entraînement dans mon club. Voilà, et donc ça, c'est le premier step. Et puis on verra jusqu'où on pourra aller l'année prochaine. Ouais. Et puis ton perfectionnisme à l'entraînement, ben, je pense que de le transcrire un petit peu sur le Mad in Tree, sur tout ça, ça peut permettre de t'aider aussi de garder la tête occupée et puis pas forcément te mettre trop de pression. Et puis tu sais, de toute façon, on arrive à un moment où il y a un moment, il va falloir qu'on accepte et qu'on avale la couleuvre, que nos C'est performances elles clair. décroissent et celle-là, on essaye de la repousser le plus longtemps possible, mais il y a un moment où ça va nous arriver. Et j'oublierai jamais ce que notre coach commun d'une époque m'avait dit, Jürgen Zach, quand je lui avais dit, mais comment t'as accepté l'idée de courir, enfin de rouler 4h17 à l'époque à Kona, et puis après de continuer à prendre du plaisir à courir en groupe d'âge. Et c'est comme il est, Jürgen, il avait pris son recul, il avait pris une gorgée de Singa et il m'avait dit, mais Arnaud, il y a une raison pour laquelle il y a des groupes d'âge en triathlon. Et j'avais toujours pris ça, et c'est vrai que bah, c'est un peu la beauté de notre sport, hein, c'est que les catégories d'âge, on peut se permettre de rester et de vouloir continuer à être compétitif dans des catégories d'âge, dans la mesure où on accepte l'idée et que voilà, on peut pas être et avoir été aussi à un moment, quoi. Et voilà. En tout cas, moi, je suis bien content que tu ailles mieux. On reste en contact, mon pote. Grosse bise chez toi.
Et puis, merci encore d'être venu témoigner de tout ça parce que je pense que c'est un bel épisode qu'on vient d'enregistrer. Merci à tous les deux. Merci C'est beaucoup. cool. Ciao, ciao. Et à très bientôt.